de m'accueillir. Alors, la mutation la plus décisive pour l'IST, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'à mon avis, il y en a trois. La première, on en a largement parlé déjà, c'est la question des corpus, la question de la constitution des corpus et de la maîtrise des corpus. Aujourd'hui, on l'a vu, les chercheurs produisent, gèrent des corpus ou apprennent en tout cas à gérer ces corpus, mais on voit aussi apparaître des corpus des corpus d'études et de recherche qui ne sont plus sous la coupe ou sous l'emprise ou sous le regard simplement des chercheurs et qui sont générés par, je pense notamment à Google Books évidemment, et à d'autres. Et le fait est que pour certaines approches, pour certaines études, ces corpus produits par des sociétés privées sont tout ce dont nous disposons pour analyser certains faits scientifiques. Et que ça pose à mon avis un grave problème de gouvernance. Ça nécessite le travail qui a été présenté tout à l'heure, mais en tout cas ça nécessite une grande réflexion sur comment on construit ces corpus, quels sont les outils dont on dispose pour les analyser et pour les contrôler. La deuxième mutation décisive, à mon avis toujours, c'est un passage. Il me semble qu'on est passé des NTIC, les nouvelles technologies de l'info et de la com, au service de l'information scientifique et technique, à quelque chose d'un petit peu plus subtil, qui serait l'information scientifique et technique dans le cadre de ce que moi j'appelle les nouvelles technologies de l'attention et de la distraction. C'est-à-dire que les interfaces aujourd'hui technologiques ne sont plus simplement là pour produire ou pour analyser de l'information, elles sont là aussi pour nous dire à quoi il faut que nous portions ou pas attention, ce qui vaut attention ou ceux qui ne le méritent pas. Et là, encore une fois, se pose un problème de gouvernance, c'est-à-dire qui est derrière ces technologies de l'attention et de la distraction, qui décide, et selon quels critères, de ce qui vaut attention et de ce qui ne le vaut pas. Et puis la troisième mutation réellement décisive, c'est un petit garçon de 5 ans qui est à l'école et qui, quand il apprend à écrire, apprend en même temps à publier sur Twitter. Vous avez entendu parler de ces tweet class, hein, on apprend à écrire, et puis en même temps on publie ou on fait des expérimentations sur Twitter. Alors pourquoi quel est le rapport avec l'IST, me direz-vous? Eh bien c'est le suivant, c'est que on va voir arriver, on voit arriver là aujourd'hui une génération qui a 18 ans et la première génération qui n'a connu que le numérique comme modèle. Et dans 5 ans, ou dans 10 ans, la génération qu'on va voir arriver aura été formée de telle manière à ce que l'activité de publication sera indissolublement liée à l'activité de partage. Quand on apprend à écrire, on apprend tout de suite à partager sur Twitter. Et ça va faire exploser, à mon avis, tous les cadres qui sont les cadres des industries culturelles en général, mais aussi, particulièrement, me semble-t-il, la question du cadre de l'IST, puisque ces notions d'échange, de partage, de publication sont au cœur, ou en tout cas sont une des problématiques structurantes de l'IST. Donc ces pratiques-là vont devoir sans cesse être interrogées avec des nouveaux outils. Voilà, il y en aura certainement d'autres. Alors, la question des natifs du numérique, elle est loin d'être tranchée, ou en tout cas, les avis sont partagés de la manière suivante. D'abord, il y a à l'évidence une construction, une mythologie sociale de ces natifs du numérique. Il y a un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui s'appelle Antonio Casilli, qui est chercheur à l'EHESS, et qui a montré que, en gros, depuis l'arrivée de la micro-informatique, on avait ce fantasme de l'enfant éclairé. Il y a notamment une une du Times de 84, je crois, 1984, qui titrait Computer Kids, où on voyait voilà, un petit enfant de 8 ans devant un écran d'ordinateur et un clavier. Donc il y a cette mythologie sociale, et puis à côté de ça, j'ai envie de dire, il y a l'imagerie scientifique, qui montre que effectivement, quand on regarde les zones activées dans le cerveau chez des adolescents ou d'ailleurs chez des adultes aussi, qui ont une activité multitâche de lecture sur écran, de composition, de rédaction, de publication, les zones activées ne sont clairement pas les mêmes que quand on est sur une activité monotâche d'un autre type. Donc entre les deux, entre la construction, la mythologie sociale, ou ce qu'on fantasme de ces natifs numériques, et puis entre des zones neurologiques qui bougent objectivement, je crois que il faut trouver le bon placement du curseur. C'est compliqué. Je crois qu'il faut surtout intégrer
la réflexion sur ces pratiques sans penser que ça va complètement remettre en cause l'existant. Parce qu'on est tous ici dans la salle devant moi, il y a des natifs de la radio, il y a des natifs de la télévision, il y a des natifs de plein de choses, pas de la presse papier quand même, mais non. Mais voilà, pour autant, on n'a pas eu de handicap social ni d'avantage significatif par rapport à d'autres. Par contre, dès qu'un média se met en place, ça a été notamment le cas de la télévision, mais dès qu'un média se met en place et occupe une place importante, derrière, il faut bien évidemment une éducation à ce média. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Il n'y a qu'à regarder depuis quand on enseigne le cinéma et le décryptage du cinéma et de la télévision en lycée pour comprendre qu'il reste un petit peu de temps avant qu'on enseigne correctement le décryptage de Google à l'université ou ailleurs. Enfin, ça avance. Pour en remettre une couche, mais dans l'autre sens, il me semble, moi j'enseigne majoritairement auprès de publics de licence et notamment de DUT, depuis maintenant presque 10 ans. Et en 10 ans, j'ai vu dans ma pratique arriver des étudiants qui, certes, n'avaient pas du tout une vision claire de l'identité numérique, des activités de partage, etc., mais qui, en même temps, objectivement, avaient des pratiques de moins en moins naïves et candides de l'ensemble des outils qu'ils maîtrisaient. Et des étudiants qui, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, mettaient toujours en avant... parce qu'on a beaucoup parlé de la question évidemment du coût de l'information scientifique et technique, etc. Mais on a assez peu parlé de la question du coût cognitif. Tous les outils aujourd'hui dont on dispose et qui sont à disposition des étudiants, ou des professionnels d'ailleurs de l'IST, et qui renvoient à des méthodologies et à des compétences métiers, sont des outils où le coût cognitif est nul. Est égal à 0. C'est-à-dire que quand on doit indexer en ligne en temps réel des ressources, on ne se pose pas la question des vedettes, des autorités, des choses comme ça. On met des mots-clés, puis le système derrière fait une moulinette et nous renvoie les mots-clés les plus utilisés, et ainsi de suite. Donc un coût cognitif qui est très léger, même chose pour l'activité de publication, et qui du coup laisse du temps aussi pour faire autre chose, pour travailler en multitâche, pour avoir une attention qui devient parfois très flottante et très dispersée. Et je crois que c'est là-dessus que les formations aussi doivent mettre le paquet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réinvestir le temps finalement de cerveau qui nous est laissé disponible non pas par la publicité mais par ce coût cognitif qui est léger, qui est nul, et sur lequel on peut capitaliser et faire, à mon avis, tout un tas d'autres choses. Oui, vas-y. Remarque en passant sur le cloisonnement qui est présent effectivement à l'université, ça c'est pas vraiment une nouveauté, tant mieux si on va vers du décloisonnement. Moi ce qui me frappe, c'est que la plupart des outils qu'on met en place à l'université, dans le cadre par exemple des TIS, ce sont des outils qui entretiennent le cloisonnement. C'est-à-dire que quand vous apprenez à utiliser différents environnements numériques de travail, comme je vais citer Moodle, c'est celui qu'on utilise à Nantes, mais ailleurs, mais il y en a tout un tas d'autres. Ce sont des outils qui reproduisent des cloisonnements métiers, des cloisonnements institutionnels, voilà. Et alors que chaque fois qu'on essaye de militer pour la mise en place, parce qu'il s'agit vraiment d'une activité militante, chaque fois qu'on essaye de militer pour la mise en place d'outils qui pourraient faire la même chose, mais qui facilitent le décloisonnement, par exemple, au lieu de mettre des cours sous Moodle, mettre les mêmes cours sur des plateformes de blog, comme ça se fait aussi de plus en plus dans quelques universités, heureusement, eh bien on se heurte à des réticences très fortes sur des risques de dérive dont on n'a pas bien identifié, mais dont on nous dit que ce sont des risques importants, et sur des choses comme ça. Donc je crois que l'université, l'institution entretient évidemment ces cloisonnements dans des logiques qui ont été analysées par d'autres champs scientifiques comme la sociologie des organisations depuis longtemps. Il y a des chaises gardées, oui. Tu peux intervenir ? Oui, ça tombe très bien. Tu peux répondre. Je peux, pardon de parler de moi, mais si les compétences des enseignants-chercheurs sont en train de changer, je pense qu'ils n'offrent pas plus de réticence au changement qu'un autre corps social constitué, donc je pense qu'ils changent lentement mais sûrement. Moi, je peux juste, à titre d'exemple, là, vous parlez peut-être de ma pratique, ou en tout cas d'une pratique particulière, de comment j'ai été obligé, contraint, ou j'ai eu envie aussi un petit peu d'intégrer, par exemple, la formation aux outils, aux réseaux sociaux,
auprès de publics qui découvraient les problématiques informationnelles. Comment on sensibilise des jeunes entre 18 et 22 ans à la question de l'identité numérique, sachant que 1 milliard d'individus sur 2 milliards connectés sont sur un site qui s'appelle Facebook. Comment on intègre ça dans une problématique de cours? Alors on peut le faire ex cathedra, moi j'ai essayé, je fais un cours magistral en expliquant il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Bon, au total, il y avait toujours autant de photos de soirée que je pouvais voir sur Facebook, et donc je suis passé à un niveau 2. J'ai fait de l'observation participante d'abord, c'est-à-dire que je suis allé évidemment sur ces outils pour comprendre pourquoi ils y passaient autant de temps, pourquoi c'est si agréable de raconter des âneries sur des réseaux sociaux, pourquoi on est tellement tenté de le faire. Une deuxième phase qui consiste ensuite en faisant de l'éducation aux médias depuis le média. Et ça, c'est une des grandes richesses, à mon avis, des outils numériques aujourd'hui, des outils numériques que pratiquent les étudiants, mais les doctorants et les chercheurs. C'est que, pour expliquer aux gens que le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut sert à vous vendre du temps de cerveau disponible, vous êtes obligé d'adopter une posture qui tout de suite vous décrédibilise aux yeux de ceux vers qui vous tentez de porter la bonne parole. Avec les outils numériques, il est très facile et il est beaucoup plus efficient, efficace de démontrer à l'intérieur même de l'outil que si les étudiants ne gèrent pas bien leur politique de confidentialité et s'ils choisissent d'être amis avec tout le monde, y compris avec leur enseignant, et ben voilà en cours ce que l'enseignant est capable de sortir de leur dernière soirée. Et je peux vous assurer que dès le lendemain, les 60 étudiants sont tous allés regarder comment étaient réglés leurs paramètres de confidentialité, et que depuis, j'observe de moins en moins on va dire de dérive. Et puis, la troisième clé, à mon avis, c'est d'essayer de se servir de ces outils pour quand même y réinstaller, c'est mon côté un peu Troisième République, mais y réinstaller des postures d'autorité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de refaire des cours magistraux dans Facebook ou sur Twitter, c'est de toute façon compliqué, pas possible, mais il s'agit d'adopter la posture de rester enseignant avec un public d'étudiants et d'essayer de voir ce que l'outil oblige à bouger dans sa posture d'enseignant. Il y a des choses qui bougent nécessairement, mais il y a en même temps des choses qui n'ont pas à bouger. La relation d'autorité, la transmission d'un savoir, de connaissances, elle peut se faire de la même manière, sauf qu'elle se fait sous un bandeau bleu qui est celui de Facebook et pas sous un bandeau orange qui est celui de Moodle. Et très vite, on s'aperçoit de choses très rapidement. Je vous cite 2 exemples, ou en tout cas 2 enseignements que j'ai tirés à titre personnel de cette expérience. Le premier, c'est la capacité de prescription gigantesque de ces outils. C'est-à-dire que faites l'expérience. Si je vous dis à vous, ne manquez pas, demain il y a une émission passionnante sur les OGM sur Arte à 22h30, un documentaire polonais sous-titré en tchèque. Il y a à peu près 10% d'entre vous qui vont regarder ce documentaire. Si, quand je dis la même chose à mes étudiants, parce que je vous parle peu sur Facebook, mais quand je dis la même chose à mes étudiants quelques heures avant la diffusion de l'émission, ma capacité de prescription est considérablement augmentée. C'est-à-dire qu'effectivement, 60 à 80% d'entre eux vont aller lire ce texte que je leur signale, vont écouter cette émission de radio qui se raccroche au cours, qui parle de problématiques vues en cours, etc. C'est ton charisme, en fait. Il y a certainement un peu de ça, mais je ne pense pas qu'il y ait de ça. Non, je crois vraiment que dans l'ingénierie de l'outil, dans les mécanismes de viralité qui sont en place, c'est un outil qui est formidable pour faire de la prescription, avec des risques, il ne faut pas être candide à l'inverse, mais ça c'est vraiment une potentialité que n'offrent pas d'autres outils plus traditionnels. Mais je crois qu'il y a une vraie question qui pourrait être une vraie crise, qui est la question de la légitimité. C'est-à-dire à partir du moment où on n'a plus, pendant très longtemps, l'existence, l'obligation de passage par un outil, qui était ce qu'il était, on va parler de dialogue tout à l'heure pour revenir aux très vieux outils, mais l'obligation de passage par un outil a suffi à légitimer l'existence même de l'IST et donc des formateurs et de la formation à l'IST. Aujourd'hui, la question de l'outil, elle est totalement transparente. C'est-à-dire que les gens, finalement, c'est dommage, s'en fichent de savoir si l'article est disponible chez Elsevier ou en archive ouverte. Ce qui les intéresse, c'est que quand ils tapent le nom de l'article dans Google, éventuellement dans Google Scholar, il soit immédiatement accessible à coût cognitif et à coût économique zéro. Donc du coup, on est obligé derrière, on va à mon avis, si on
si on n'identifie pas clairement ces problématiques, on va aller vers une crise de la médiation scientifique et technique qui est un petit peu la même que, pour faire un parallèle tiré par les cheveux, mais pas tant que ça, qui est à mon avis du même ordre que ceux que vivent aujourd'hui les libraires avec le livre numérique, c'est-à-dire l'impression d'être dépossédé de son objet et l'impossibilité de se repositionner derrière par rapport à d'autres pratiques. Donc cette légitimité, il faut la réinstaller à la périphérie du champ, sur des nouveaux objets, sur des nouvelles stratégies de formation. Donc tout ça a été largement dit, évoqué et commenté. Mais voilà, je crois que la légitimité, elle est centrale. Je me souviens quand j'étais passé à l'URFIS, on avait travaillé à l'époque déjà sur l'animation d'un réseau de formateurs et sur l'image perçue que ces formateurs avaient d'eux-mêmes. Et la question de la légitimité était déjà centrale, alors que les problématiques de délégitimation étaient bien moins fortes qu'aujourd'hui. Voilà. Pas de plus.